Les étoiles au-dessus de Yoruba semblaient paisibles cette nuit-là. L'amiral Jack Monroe se tenait sur la plateforme d'observation de la station spatiale, observant l'immense planète Jupiter occuper la moitié du ciel. Sous lui, les lumières de la colonie scintillaient à la surface glacée de la Lune. 50 000 humains vivaient là, dont sa fille Lisa, qui travaillait comme enseignante dans le dôme principal. Jack sirota son café et sourit. Lisa, qui travaillait comme enseignante dans le dôme principal. Jack sirota son café et sourit. Après des années de diplomatie prudente, la Terre avait enfin gagné sa place parmi les étoiles. Le Conseil galactique avait accueilli l'humanité il y a seulement 5 ans. Les humains travaillaient désormais aux côtés d'espèces extraterrestres, partageant technologie et culture. Tout semblait parfait. Puis, l'alarme retentit. Des voyants rouges d'alerte clignotèrent dans la station. Jack laissa tomber sa tasse de café et courut au centre de commandement. Son équipage se précipita à ses postes, les doigts survolant les panneaux de contrôle. « Au rapport !» aboya Jack. « Amiral, plusieurs vaisseaux quittent l'hyperespace. »« Amiral, plusieurs vaisseaux quittent l'hyperespace !» cria le lieutenant Amy Chen. « Ils ne répondent pas à nos signaux. » Jack fronça les sourcils. Aucun vaisseau n'était prévu pour aujourd'hui. Il regarda l'écran tactique et sentit son sang se glacer. Des dizaines de vaisseaux de guerre apparurent à l'écran, tous arborant le symbole doré de l'Empire zéphyrien. « Ouvrez un canal », ordonna Jack. « Ici l'amiral Monroe de la station terrestre Yoruba. Vaisseau zéphyrien, indiquez votre mission dans l'espace humain. » Silence. Puis les vaisseaux ouvrirent le feu. De brillants faisceaux d'énergie transpercèrent l'obscurité. Les premiers tirs touchèrent les plateformes de défense orbitale, les transformant en nuages de débris en expansion. Jack agrippa son siège de commandement, tandis que la station tremblait violemment. Bouclier levé. « Ripostez !» cria-t-il. Mais leurs armes étaient conçues pour la défense des astéroïdes, pas pour un combat à grande échelle. Les tirs humains rebondirent sans faire de dégâts sur les boucliers extraterrestres. À la surface, en contrebas, des cités-dômes commencèrent à exploser. Jack regarda avec horreur des quartiers entiers disparaître dans des éclairs de lumière. Le district scolaire où Lisa enseignait disparut dans un mur de flammes. « Lisa » murmura-t-il, les mains tremblantes. D'autres vaisseaux zéphyriens apparurent. Un immense cuirassé prit position au-dessus de la colonie. Son canon principal se mit à briller d'une énergie mortelle. « Évacuez tout le personnel », ordonna Jack. « Conduisez tout le monde dans les capsules de sauvetage. » Mais il était trop tard. Le cuirassé fit feu, et le dôme principal de la colonie se brisa comme du verre. L'air se rua dans le vide. Des bâtiments s'écroulèrent. Des gens moururent. En quelques minutes, 50 000 vies humaines périrent. Jack, figé à son poste de commandement, regarda le monde de sa fille brûler. L'écran tactique montrait l'arrivée de nouveaux vaisseaux ennemis. Ce n'était pas un raid. C'était une destruction totale. Quelques heures plus tard, lorsque les tirs cessèrent, Yeruba n'était plus qu'un cimetière. La colonie était en ruine. Les stations orbitales dérivaient, comme des amas de métal tordu. Jack et quelques centaines de survivants étaient blottis dans des capsules de sauvetage endommagées, attendant les secours.
De retour sur Terre, la présidente Helen Carter était assise dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Son visage était pâle en lisant les rapports. Le général Steve Rodriguez se tenait à ses côtés, la mâchoire serrée par la colère. « Madame la Présidente, nous devons réagir, » dit Rodriguez. « C'est un acte de guerre. » Carter leva la main. « D'abord, nous avons besoin de réponses. Pourquoi le Conseil ferait-il cela? Nous avons respecté toutes leurs règles. Nous avons été des membres pacifiques. » L'écran de communication s'alluma. Un grand zéphirion à la peau bleue apparut. L'amiral suprême Vornache les regarda de ses yeux froids et argentés. « Président Carter, » dit Vornache d'une voix empreinte de mépris. « Le Conseil galactique a pris une décision. L'humanité se propage trop vite. Votre ambition menace la stabilité galactique. Par conséquent, vous êtes désormais une espèce en quarantaine. Toute présence humaine en dehors de votre système solaire sera éliminée. » Carter se leva, la voix ferme malgré le choc. « Nous avons signé des traités. Nous avons des droits en vertu de la loi galactique. » Vornache rit. « Vos droits sont ceux que nous décidons qu'ils sont. Restez sur votre petit monde, humain. Les étoiles nous appartiennent. » L'écran s'éteignit. Dans le silence qui suivit, Carter regarda autour de la pièce. Les visages de ses conseillers exprimaient la peur, la confusion et une rage grandissante. La main de Rodriguez s'était portée sur son arme de poing, comme s'il pouvait tirer à travers l'écran. « Ils ont assassiné notre peuple, » dit doucement Rodriguez. 50 000 civils, dont des enfants. Carter hocha lentement la tête. Le président pacifique qui avait tant œuvré pour la coopération galactique avait disparu. À sa place se tenait un dirigeant dont le peuple avait été trahi. « Oui, dit-elle, ils l'ont fait, et ils ont commis une grave erreur. Laquelle, madame ?» Le regard de Carter s'est durci. « Ils nous ont laissé vivre pour nous en souvenir. » 3 mois après l'incendie d'Europe, la Terre n'avait pas changé depuis l'espace. Les océans bleus scintillaient. Les nuages blancs dérivaient paresseusement. Les villes brillaient doucement dans la nuit. Pour les observateurs extraterrestres, rien n'avait changé. Ils avaient tort. Au plus profond de la Terre, dans un bunker creusé dans les Rocheuses, le docteur Maya Patel fixait son écran d'ordinateur. Chiffres et formules s'affichaient à l'écran. Elle remonta ses lunettes et frotta ses yeux fatigués. Elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Un café ?» demanda son assistant, un jeune homme nommé Kevin. Maya hocha la tête. « Renforcez-le. Nous sommes proches d'une avancée décisive. » Autour d'elle, 50 scientifiques travaillaient jour et nuit. Le projet Phénix avait un seul objectif, créer des armes capables de frapper les extraterrestres. Le Conseil galactique pensait que les humains étaient primitifs. Il pensait que la technologie terrestre avait des siècles de retard. Maya sourit d'un air sombre. Ils apprendraient à quel point ils avaient tort. La présidente Carter visitait le complexe chaque semaine. Elle parcourait les laboratoires, discutait avec les chercheurs et vérifiait les progrès. Aujourd'hui, elle s'arrêta au poste de travail de Maya. « Comment ça va, docteur ?» demanda Carter. Maya fit apparaître un hologramme. Il montrait une torpille d'une conception unique en son genre.
Nous utilisons leur propre technologie contre eux, Madame la Présidente. Les Zéphyriens ont laissé des débris sur Europe. Nous les avons étudiés. Leur bouclier fonctionne sur une fréquence quantique. Cette torpille peut passer à travers. Carter a étudié le projet. Dans combien de temps? 6 mois pour un prototype fonctionnel. 8 mois pour la production en série. Disons 4 et 6, a dit Carter. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Des scènes similaires se sont produites partout dans le monde. Dans des chantiers navals cachés sur la face cachée de la Lune, des ouvriers assemblaient de nouveaux vaisseaux de guerre. Leurs plans provenaient de technologies extraterrestres récupérées, améliorées grâce à la créativité humaine. Il ne s'agissait pas des petits patrouilleurs terrestres d'autrefois. Il s'agissait de cuirassés conçus pour la guerre. Le commandant Ryan Fisher formait les équipages. Dans des chambres à gravité zéro, les soldats apprenaient à combattre en 3 dimensions. Ils s'entraînaient à aborder les navires ennemis, à poser des explosifs, à s'échapper avant la détonation. Encore une fois, cria Fisher, tandis que son équipe ratait un essai. Les Zéphyriens sont plus rapides que nous, plus forts que nous, mais nous sommes plus intelligents. On s'adapte. Recommencer. Les soldats acquiescèrent et repositionnèrent leur position. Ils s'entraîneraient jusqu'à ce que chaque mouvement devienne automatique. Les gouvernements terrestres demandaient à leurs citoyens de rester calmes. Les radios publiques parlaient non de négociations de paix. Les diplomates prononçaient des discours tristes sur leur acceptation de la décision du Conseil. Tout cela n'était que mensonge, soigneusement conçu pour tromper les espions extraterrestres. À huis clos, les dirigeants mondiaux se réunissaient en secret. Ils partageaient leurs ressources. De vieux ennemis devenaient alliés. Chaque nation a apporté sa contribution. Scientifiques, soldats, matériel, argent. L'humanité s'est unie dans une colère commune. Le capitaine Alina Vasquez commandait le vaisseau furtif Phantom. Sa mission semblait impossible. Cartographier les défenses ennemies sans se faire repérer. Elle et son équipage de 12 personnes passèrent des mois à dériver dans l'espace du Conseil. Moteurs éteints, enregistrant tout. Une autre patrouille de Zéphyrion, murmura son opérateur de capteur. Elina observa les vaisseaux ennemis passer. Leur formation était négligée. Leur scan était même paresseux. Ils pensaient mentir que les humains ne pouvaient pas quitter le système solaire. Ils se croyaient en sécurité. Elena sourit. Notez leur schéma de patrouille. Notez la configuration des armes. De retour sur Terre, l'officier de renseignement Daniel Kim a passé au crible des informations provenant d'une centaine de sources. Certaines provenaient de commerçants humains opérant encore dans l'espace du Conseil. D'autres d'extraterrestres sympathisant en désaccord avec le massacre d'Europe. D'autres encore provenaient de réseaux de communication piratés. Ils commencent à se sentir à l'aise, a rapporté Kim au général Rodriguez. Patrouille réduite, équipage réduit, il nous croit vaincus. Rodriguez hocha la tête. Bien, qu'ils se détendent. Quand nous frapperons, ils ne comprendront pas ce qui les a frappés. La ceinture d'astéroïdes est devenue la mine secrète de l'humanité. Des robots moissonneurs travaillaient sans relâche, récupérant les métaux rares nécessaires aux nouvelles armes. L'activité semblait normale de loin.
Les compagnies minières publiaient de faux rapports faisant état d'une baisse de production. En réalité, la production avait triplé. L'amiral Jack Monroe observait la situation depuis son nouveau poste de commandement. Le survivant d'Europe était devenu l'épée de la terre. Sa fille avait disparu, mais son souvenir le poussait à aller de l'avant. Chaque vaisseau lancé était pour Lisa. Chaque arme construite portait son nom dans son cœur. 6 mois, dit-il à son reflet dans la fenêtre. 6 mois, et ils paieront pour leurs actes. Dehors, la terre tournoyait paisiblement dans l'obscurité. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. La galaxie pensait que les humains étaient finis. Il pensait que la Terre accepterait sa cage. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. L'ambassadeur George Washington d'Oua se tenait devant le miroir, ajustant son costume de cérémonie. Aujourd'hui, il allait donner la performance de sa vie. Tout dépendait de sa capacité à afficher une attitude vaincue, brisée, soumise. « À vos marques, monsieur », demanda son assistant. George hocha la tête. Il était temps de duper la galaxie. Les membres du Conseil galactique bourdonnaient de voix extraterrestres. Des représentants d'une centaine de mondes remplissaient l'immense salle. Au centre siégeaient les Zéphiriens, menés par l'amiral suprême Vornash. Ils semblaient satisfaits d'eux-mêmes. George se dirigea lentement vers l'estrade du président. Il garda les épaules affaissées, la tête légèrement inclinée. Derrière lui, la délégation terrienne paraissait tout aussi abattue. Ce n'était qu'une comédie. « Honorables membres du Conseil galactique », commença George d'une voix prudemment faible. « La Terre se présente à vous avec humilité. Nous avons entendu votre décision. Nous acceptons notre sort. » Des murmures parcoururent la salle. « Votre décision. Nous acceptons notre sort. » Des murmures parcoururent la salle. Certains extraterrestres parurent surpris, d'autres satisfaits. Vornash se pencha en avant, ses yeux argentés brillants. « Continuez, ambassadeur, » dit le Zéphirien. George s'éclaircit la gorge. La destruction d'Uroboud nous a donné une dure leçon. Nous étions trop ambitieux, trop désireux de nous développer. Nous comprenons maintenant que l'humanité doit connaître sa place. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Plusieurs membres du Conseil acquiescèrent d'un signe de tête approbateur. Ces imbéciles crurent chaque mot. Par conséquent, poursuivit George, la Terre accepte formellement la quarantaine. Nous resterons dans notre système solaire. Nous ne construirons pas de vaisseaux coloniaux. Nous ne chercherons pas à nous étendre parmi les étoiles. Vornash sourit, dévoilant des rangées de dents acérées. Le Conseil est satisfait de la sagesse de la Terre. Peut-être que les humains peuvent être instruits. Après tout, George s'inclina profondément. Intérieurement, il s'imaginait projeter une décharge de plasma dans la tête du Zéphirion. Mais il garda un air neutre, vaincu. « Nous ne demandons qu'un commerce pacifique », ajouta George. « Nos navires marchands ne représentent aucune menace. Ils ne transportent que des marchandises, pas d'armes ni de colons. » Le Conseil débattit brièvement. Ils acceptèrent un commerce limité, assorti d'inspections strictes. George les remercia chaleureusement. La réunion se termina par des poignées de main et de faux sourires. Ce soir-là, dans leur quartier sécurisé, George rencontra sa véritable équipe. Non pas des diplomates, mais des agents de renseignement
dirigé par Daniel Kim. Des caméras cachées sont installées, rapporta Kim. Nous avons tout enregistré. Les procédures de sécurité du Conseil, leurs codes de communication, même leurs pauses toilettes. George sourit. Excellent. Et nos navires marchands? 20 sont déjà dans l'espace du Conseil, comme convenu, mais leurs soutes sont dotées de faux murs. Derrière eux, nos agents attendent. De retour sur Terre, la présidente Carter observait la performance de George sur une chaîne sécurisée. Le général Rodriguez était assis à côté d'elle. « Il a parfaitement réussi, » dit Rodriguez. « Il croit vraiment que nous avons abandonné. » Carter acquiesça. « Où en sont nos préparatifs réels? » « Dans les temps. La flotte sera prête dans 3 mois. Les torpilles quantiques du Dr Patel sont testées. Avec succès. Les Marines de Fisher peuvent neutraliser un croiseur zéphyrien en moins de 10 minutes lors des exercices. Parfait. Et nos agents dormants aussi. Rodriguez afficha une carte du ciel. Des points rouges marquaient les positions humaines dans l'espace du Conseil. Les hommes de Kim étaient en place. Barman, docker, équipe de maintenance. Ils étaient invisibles, mais omniprésents. Au cours des semaines suivantes, la Terre joua parfaitement son rôle. Les marchands humains commerçaient pacifiquement. Les diplomates assistaient aux réunions du Conseil. Toujours agréables, toujours soumis. Les médias terriens diffusaient des histoires sur l'acceptation de la nouvelle réalité. Les Zéphyriens gagnèrent en confiance. Ils réduisirent les patrouilles près de la Terre. Ils réaffectèrent leurs navires-sauts de guerre à d'autres frontières. Pourquoi gaspiller des ressources à surveiller une espèce vaincue? La capitaine Alina Vasquez profita de cet excès de confiance. Son vaisseau furtif cartographiait les points de saut, les dépôts d'armes et les relais de communication. Elle découvrit des faiblesses partout. Leur plateforme de Vega Prime coordonne tout le trafic militaire, rapporta-t-elle. Éliminez-la, et leur flotte sera aveugle pendant des heures. L'amiral Monroe étudia attentivement ces données. Le survivant d'Europe était devenu un chasseur patient. Il marquait ses cibles, planifiait ses itinéraires d'attaque, calculait son timing. Chaque détail comptait. Pendant ce temps, les agents dormants faisaient leur travail. Ils ont implanté de minuscules dispositifs dans les ordinateurs zéphyriens. Ils ont mémorisé les codes de sécurité. Ils ont cartographié l'intérieur de chaque installation importante. Un concierge nommé Pete travaillait à l'ambassade zéphyrienne sur Rigelveil. Chaque soir, il nettoyait les bureaux et reproduisait des dossiers confidentiels. Personne ne remarquait l'humain à la serpillière. Une barmaid nommée Suzanne servait des boissons dans un club militaire. Les officiers parlaient librement après quelques bières. Elle se souvenait de tout. 3 mois s'écoulèrent paisiblement. Le Conseil se félicitait d'avoir si bien géré le problème humain. La Terre semblait sous contrôle total. Ils ignoraient que le piège était déjà tendu. L'horloge du centre de commandement terrestre indiquait minuit. L'amiral Jack Monroe se tenait devant un mur d'écran, chacun montrant un capitaine de vaisseau différent. 300 vaisseaux de guerre humains attendaient dans l'obscurité de l'espace, moteurs silencieux, armes éteintes. L'opération Vengeance commence dans 60 secondes, annonça Monroe. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient du souvenir d'Europe. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient du souvenir des Yoruba. Vous connaissez tous vos cibles. Frappez fort, frappez vite, sans pitié. Les capitaines acquiescèrent. Ils étaient prêts. À 50 années-lumière de là,
La base zéphirienne de Vega Prime bourdonnait d'une activité routinière. Les gardes jouaient aux cartes. Les techniciens surveillaient des capteurs paresseux. Personne ne s'attendait à des ennuis de la part des humains vaincus. Le capitaine de corvette Amy Chin était assise à son poste à bord du destroyer Eagle's Claw. Ses doigts planaient sur le clavier. Dans 30 secondes, elle déclencherait la cyberattaque la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité. 10 secondes. Monroe comptait à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Exécution. L'espace explosa de violence. Des vaisseaux humains jaillirent de l'hyperespace à 20 endroits simultanément. Les torpilles quantiques de Maya Patel fonçaient vers leur cible. La première vague frappa les boucliers siphiriens, et l'impossible se produisit. Les torpilles les traversèrent comme si les boucliers n'étaient pas là. Des explosions déchirèrent les vaisseaux zéphiriens. Les commandants scrutaient mater les ordres, mais leurs équipages ne répondaient pas assez vite. Des armes humaines, jamais vues auparavant, perçaient leurs défenses. À Vega Prime, le virus d'Emichen envahit les ordinateurs de la base. Tous les écrans s'éteignirent, toutes les portes se verrouillèrent. Tous les systèmes d'armes tombèrent en panne. Le puissant centre de communication devint une prison aveugle et sourde. Touché directement leur navire de commandement, rapporta le capitaine Frank Torres. Son cuirassé Rétribution tirait salve après salve. Leurs boucliers sont inefficaces contre nos torpilles. Monroe observait l'écran tactique. Les symboles rouges des navires ennemis clignotaient un à un. Mais ce n'était que le début. Le commandant Ryan Fisher menait ses marines à l'assaut de la station Kalos. Ils traversèrent l'espace en armure motorisée, esquivant les tirs défensifs. Les gardes zéphiriens étaient forts, mais ils combattaient individuellement. Les humains combattaient en équipe. Brèche dans le secteur 7. Fisher hurla. Son expert en démolition, le caporal Joe Miller, posa des charges sur la coque de la station. L'explosion ouvrit une brèche suffisamment large pour 20 Marines. Hall. L'explosion a ouvert une brèche suffisamment large pour 20 Marines. Ils se sont précipités à l'intérieur, tirant des coups de feu. Les Zéphiriens ont reculé, désorientés par les tactiques humaines. L'équipe de Fisher s'est déplacée comme l'eau, contournant les obstacles, se couvrant parfaitement. Centre de commandement sécurisé. Fisher a signalé. La station est à nous. Partout dans la galaxie, des scènes similaires se sont produites. Les agents dormants se sont activés, sabotant les systèmes de l'intérieur. Pete, le concierge, a utilisé ses codes d'accès pour fermer une base entière de la flotte zéphirienne. Suzanne, la barmaid, a empoisonné les boissons d'un club d'officiers, paralysant les dirigeants. Le capitaine Elena Vasquez, à bord de son vaisseau furtif, le Phantom, a traqué le vaisseau amiral zéphirien. L'amiral suprême Vornache en personne commandait l'imposant cuirassé. C'est le vaisseau qui a détruit Europe. « Tirez quand vous êtes prêts », ordonna Vasquez. Son officier d'armement, le lieutenant Sam Park, verrouilla le vaisseau. Torpilles et cantiques lancés, les boucliers du dreadnought vacillèrent et s'éteignirent. Des torpilles s'écrasèrent sur sa coque. Des explosions secondaires se succédèrent à travers le vaisseau. La fierté de Vornache se transforma en une épave en flammes. Mais les humains ne se contentèrent pas de détruire. Ils libérèrent.
Sur la planète prison Kepler-7, les forces humaines ont libéré des milliers d'aliens que les Zéphiriens avaient réduits en esclavage. Les prisonniers reconnaissants ont immédiatement rejoint le combat. Les Altariens sont avec nous, a rapporté le colonel Nancy Ward. Ils retournent leurs armes contre leurs anciens maîtres. De retour sur Terre, le président Carter a suivi les nouvelles de la bataille. Le général Rodriguez se tenait à ses côtés, contenant à peine son excitation. « Ça marche », dit Rodriguez. « Ils ne s'adaptent pas assez vite. Toute leur doctrine militaire repose sur la supériorité du bouclier. » Carter hocha la tête. « Et la réaction du Conseil ? Chaos ?» sourit Rodriguez. La moitié d'entre eux réclament des explications. L'autre moitié prétend n'avoir jamais soutenu les Zéphiriens. La bataille fit rage pendant 6 heures. Lorsque la fumée se dissipa, le résultat choqua la galaxie. L'humanité avait détruit 60% de la flotte zéphirienne. Elle avait capturé des dizaines de bases. Elle avait libéré 3 mondes asservis. L'amiral Monroe observa les conséquences. Les assassins de sa fille gisaient en ruine, mais ils n'éprouvaient aucune joie, seulement une sombre satisfaction. La première phase est terminée, annonça-t-il. Tous les vaisseaux se regroupent au point de ralliement. La galaxie sait que nous ne sommes plus sans défense. Dans les décombres de son vaisseau amiral, l'amiral suprême Vornash activa sa balise de détresse. Ses yeux argentés étaient écarquillés de peur. « Qu'avons-nous réveillé ?» murmura-t-il. Les chambres du Conseil galactique n'avaient jamais connu un tel chaos. Une centaine d'espèces hurlèrent en même temps. Des écrans holographiques montraient des vaisseaux zéphiriens en flammes à travers 20 systèmes. Personne n'en croyait ses yeux. L'ambassadrice Tikeri de la République altarienne se tenait droite, ses plumes brillantes hérissées de colère. Elle désigna les sièges zéphiriens vides. Leurs représentants avaient fui dès les premiers rapports. « Où sont vos fiers guerriers maintenant ?» demanda Terry. « Où est l'amiral suprême Vornash avec ses grands discours sur la faiblesse humaine ?» Le représentant Keltani, un petit être gris aux grands yeux, tremblait en parlant. Les humains, ils étaient censés être contenus. Comment ont-ils pu fabriquer de telles armes? D'autres voix se joignirent à la discussion. Certains exigeaient une action immédiate. D'autres appelaient à des pourparlers de paix. Le puissant Conseil galactique ressemblait à des enfants effrayés. Dans les profondeurs de l'espace, ce qui restait de la flotte de Vornash se rassemblait dans une base secrète. Le vaisseau amiral de l'amiral suprême avait disparu, mais il s'était enfui à bord d'une navette. Son uniforme, autrefois si fier, était déchiré et brûlé. « Rapport de situation », ordonna Vornash, s'efforçant de paraître autoritaire. Son nouvel officier des opérations, le commandant Zeclay, avait l'air sombre. « Nous avons perdu 60% de notre flotte. La moitié de nos bases sont capturées ou détruites. Les humains nous frappent partout en même temps. Impossible. » Vornash frappa du poing la table. « Les humains n'ont pas cette technologie. » « Maintenant, ils l'ont, » répondit Zeclay. « Leurs torpilles ignorent complètement nos boucliers. Leurs cyberattaques paralysent nos systèmes. Leurs marines se battent comme des démons. » Vornash arpentait la salle, rassemblait le conseil, exigeait des représailles unifiées. Chaque espèce doit contribuer à la construction navale. Mais le conseil n'écoutait plus.
des messages secrets circulaient entre les ambassades. Les espèces plus petites, celles que les Zéphiriens avaient brutalisées pendant des siècles, voyaient une opportunité dans le chaos. L'ambassadeur draconien rencontra discrètement la négociatrice de la Terre, une diplomate nommée Grace Liu. La rencontre eut lieu sur une station neutre, loin des yeux du Conseil. Nous n'avons jamais approuvé l'attaque d'Europe. La draconienne déclara qu'il était peut-être temps d'instaurer un nouveau gouvernement dans la galaxie. Grace garda un visage neutre, mais elle sourit intérieurement. La Terre ne recherche que la justice, mais nous accueillons favorablement l'amitié avec les espèces raisonnables. D'autres rencontres suivirent. Le Commonwealth Centauri, la Fédération régilienne et même les mystérieux Void-Touched se sont rapprochés. Tous souhaitaient des accords de paix séparés avec l'humanité. Pendant ce temps, les armes du docteur Maya Patel se révélaient plus efficaces à chaque bataille. Son équipe avait créé des missiles intelligents capables d'apprendre des tactiques ennemies, des harmoniseurs de boucliers qui retournaient les défenses zéphiriennes contre eux, et des nanodisrupteurs capables de dévorer le métal de la coque comme de l'acide. Les torpilles quantiques n'étaient qu'un début, expliqua Maya à l'amiral Monroe lors d'un briefing. Chaque vaisseau zéphirien capturé nous fournit de nouvelles données. Nous améliorons leur technologie plus vite qu'eux. Les forces humaines ont exploité leur avantage. Elles n'ont pas attaqué de cibles civiles, seulement des cibles militaires. Cette retenue a impressionné de nombreuses espèces du Conseil. Les Zéphiriens n'avaient-ils pas fait preuve d'une telle pitié à Yoruba? Le capitaine Alina Vasquez mena une force d'intervention pour libérer le monde industriel de Proxima III. Les Proximans autochtones souffraient de l'occupation zéphirienne depuis 50 ans. Lorsque des vaisseaux humains apparurent dans leur ciel, ils se révoltèrent. La planète entière est en guerre, rapporte Vasque. Ils utilisent des équipements miniers comme armes. Les Zéphiriens ne peuvent les contenir. La libération réussit en quelques heures. Des proxémans reconnaissants partagèrent leur technologie de fabrication avancée avec la Terre. Un autre allié rejoignit la cause de l'humanité. De retour au Conseil, la panique s'amplifia. L'économie zéphirienne commença à s'effondrer, les routes commerciales devenant des zones de guerre. Leurs espèces soumises cessèrent de payer tribut. Leurs alliés mercenaires changèrent de camp. Un rapport de renseignement fuité parvint au bureau du président Carter. Il révélait une dissidence croissante au sein de l'armée zéphirienne. De jeunes officiers interrogeaient leur chef. Certains parlaient de renverser la vieille garde. Il craque, observa le général Rodriguez. Leur empire tout entier reposait sur la peur. Maintenant, ce sont eux qui ont peur. Carter étudia le rapport. Maintenir la pression militaire, mais ouvrir les canaux à tous les groupes zéphiriens désireux de paix. Tous ne soutenaient pas Europe. La galaxie observait la campagne de l'humanité avec un respect croissant. L'espèce qu'ils avaient ainsi qualifiée de primitive fit preuve d'un brillant sens tactique. Les personnes qu'ils avaient tenté d'enfermer faisaient preuve d'une détermination inébranlable. L'ambassadeur T. Carey prit la parole lors d'une session extraordinaire. Peut-être devrions-nous prendre en compte les griefs de la Terre. Le massacre d'Europe était une erreur. La quarantaine était injuste. D'autres représentants acquiescèrent.
Le vent tournait. L'humanité avait bouleversé la galaxie. La question était désormais simple. Jusqu'où la Terre irait-elle pour obtenir justice? La planète Kepler 438b brillait d'une lueur orange à la lumière de son étoile lointaine. Le général Steve Rodriguez étudiait la carte holographique dans son vaisseau de commandement. Ce monde était le dernier bastion majeur de l'Empire zéphirien dans la bordure extérieure. 100 000 soldats ennemis, rapporta son officier de renseignement, étaient retranchés. Ils se battront jusqu'à la mort. Rodriguez acquiesça. Alors, nous les aiderons à atteindre cet objectif. Lancez l'opération Tonnerre. Des capsules de largage tombèrent du ciel comme des météores. À l'intérieur de chaque capsule, des marines humains vérifièrent leurs armes une dernière fois. À l'avant de la première vague, le sergent Mike Johnson serrait son fusil. « Souvenez-vous d'Europe !» cria-t-il à son escouade. Pour les 50 000. Les capsules s'écrasèrent au sol. Les portes s'ouvrirent brusquement. Les marines en sortirent, armes à la main. Les Zéphiriens s'attendaient d'abord à un bombardement orbital. L'assaut terrestre immédiat les prit de court. Au-dessus de la planète, la nouvelle flotte humaine régnait sur l'espace. Le vaisseau Vengeance, commandé par le capitaine Susan Blake, affrontait le dernier cuirassé zéphirien. Leur bouclier s'adapte, avertit son officier d'armement. Blake sourit. Heureusement que nous avons les nouveaux harmoniseurs du docteur Patel. Motif de tir Oméga. Les canons du Vengeance parlaient. Chaque tir touchait à une fréquence légèrement différente. Les boucliers du cuirassé ne s'adaptèrent pas assez vite. Ils vacillèrent, cédèrent, puis s'éteignirent. Touchaient directement leur réacteur. L'opérateur du capteur appela. Blake regarda le vaisseau ennemi se disloquer. Elle ressentit de la satisfaction, pas de la joie. C'était justice, pas vengeance. Au sol, la bataille fit rage pendant 3 jours. Les Zéphiriens combattirent avec acharnement, mais les tactiques humaines se révélèrent supérieures. Les Marines exploitaient le terrain, travaillaient en équipe, s'adaptaient à chaque situation. Les formations zéphiriennes rigides s'effondraient. Rodriguez traversa le centre de commandement capturé. Les officiers zéphiriens s'agenouillèrent en signe de reddition. Parmi eux se trouvait le cousin de l'amiral Vornache, le général Torval. « Vous, les humains, êtes des sauvages, » cracha Torval. « Aucun honneur au combat. » Rodriguez le regarda. « Honneur? Vous avez assassiné des enfants sur Europe. Ne me parlez pas d'honneur. » La nouvelle de la chute de Kepler 400 et de 38b se répandit rapidement. D'autres mondes zéphiriens capitulèrent sans combattre. Leur empire s'effondrait comme un château de cartes. Le colonel Frank Harris établit la première base permanente de la Terre dans l'ancien espace zéphirien. Le colonel Frank Harris établit la première base permanente de la Terre dans l'ancien espace zéphirien. L'installation sur Rigel 7 devint un symbole de la nouvelle puissance de l'humanité. D'anciens ennemis vinrent négocier la paix. L'ambassadrice d'Altar, Tikeri, visita la base. Elle visita les installations avec Harris, impressionnée par l'efficacité humaine. « Votre espèce apprend vite, » observa-t-elle. « Les Zéphiriens régnaient par la peur. Vous construisez quelque chose de différent. » Harris hocha la tête. « La Terre veut des partenaires, pas des sujets. Nous avons vu à quoi mène la construction d'un empire.
De retour sur la planète natale des Zéphiriens, le chaos éclata. Les citoyens exigeaient des réponses. L'économie s'effondra. Les pénuries alimentaires déclenchèrent des émeutes. L'ancien commandement perdit toute crédibilité. L'amiral Zector, un jeune officier réformateur, saisit sa chance. Il rassembla des troupes loyales et marcha sur le Capitole. La vieille garde tenta de résister, mais son soutien s'était évanoui. Au centre de commandement terrestre, des communications interceptées racontèrent l'histoire. La présidente Carter et ses conseillers regardèrent les retransmissions en direct. Zector a pris le bâtiment gouvernemental, rapporta Daniel Kim. Il est en train de diffuser. L'écran montrait le jeune amiral zéphirien. Son message était simple. Les anciennes méthodes ont échoué. Nous devons faire la paix avec l'humanité. La guerre est finie. Carter se renversa dans son fauteuil. Est-il sincère? Kim hocha la tête. Nos renseignements suggèrent que oui. Il s'opposa dès le début à l'attaque d'Europe. De nombreux jeunes officiers le soutiennent. Le général Rodriguez se montra plus prudent. Nous avons besoin de garanties, de vrais changements, pas de simples paroles. Comme s'il entendait leurs inquiétudes, Zector poursuivit son discours. J'offre à la Terre un désengagement militaire complet, l'accès à toute notre technologie, des réparations pour Europe et des procès pour les responsables du massacre. Le silence retomba dans la salle. C'était plus que ce à quoi on s'attendait. Carter se tourna vers l'amiral Monroe. L'homme qui avait perdu sa fille à Yeraba était devenu son conseiller militaire le plus fidèle. « Jack », demanda-t-elle doucement. Monroe fixa l'écran. Sa mâchoire se crispa, puis se détendit. « S'il est sincère, nous devrions parler. » Lisa ne voudrait pas d'une guerre sans fin. Le capitaine Maria González reçut l'ordre de rencontrer les représentants de Zector. Les premiers pourparlers de cessez-le-feu débutèrent sur une base neutre. Les deux camps étaient prudents mais déterminés. La galaxie retenait son souffle. L'impossible se produisait. La Terre n'avait pas seulement survécu à l'attaque zéphirienne, elle avait gagné. Et maintenant, peut-être, la paix suivrait-elle la victoire. Mais la confiance prendrait du temps à s'instaurer. L'amiral Zector se tenait au milieu des ruines du haut commandement zéphirien. Des écrans brisés et des chaises renversées témoignaient de la rapidité avec laquelle l'ancien régime avait déferlé. Il ramassa une bannière tombée avec le symbole impérial et la jeta. « Assez des vieilles habitudes », dit-il à ses officiers. « Nous reconstruisons à partir d'ici. » Son second, le capitaine Velmar, semblait inquiet. « Les humains pourraient refuser notre offre de paix. Nous les avons profondément blessés. » Zector hocha la tête. « Alors, nous devons prouver que nous avons changé. Des actes, pas des paroles. » Sur la station neutre, le capitaine Maria González était assis en face des négociateurs zéphiriens. L'atmosphère était lourde de tension. C'étaient ceux qui avaient détruit les Yoruba. Maintenant, ils prétendaient vouloir la paix. « Vous parlez de changement, » dit Maria prudemment. « Mais la confiance exige des preuves. Que proposez-vous exactement ?» Zector apparut sur l'écran de la conférence. Il avait l'air fatigué mais déterminé. Accès total à nos chantiers navals. Démobilisation militaire totale. Nos scientifiques collaboreront avec les vôtres et nous contribuerons à la reconstruction de Yourova. Maria garda un visage neutre. Les criminels de guerre sont déjà en détention, répondit Zector.
dont l'ancien amiral suprême Vornash. Ils seront jugés en présence d'observateurs humains. De retour sur Terre, le président Carter convoqua un conseil des ministres. La salle bourdonna de débats. Il pourrait s'agir d'une ruse, avertit le secrétaire à la Défense, Alan Price. Il cherche peut-être à gagner du temps pour se ressaisir. Le docteur Maya Patel n'était pas d'accord. Nos analyses montrent que leur infrastructure militaire est véritablement en train de fermer. Ils démantèlent des usines d'armement. L'amiral Monroe étudia les rapports de renseignement. Sa voix était basse mais ferme. « Je crois que Hector est sincère. Les jeunes officiers n'ont jamais souhaité cette guerre. » Carter a pesé le pour et le contre. Alors, nous procédons prudemment. Acceptons le cessez-le-feu, mais restons sur nos gardes. Dans l'ancien espace zéphirien, des changements remarquables ont commencé. Les forces de Hector ont ouvert des camps de prisonniers, libérant des dissidents politiques. Elles ont partagé librement leur technologie. Ils invitèrent des observateurs humains pour vérifier leur repli militaire. La vieille garde tenta de résister. Les loyalistes de Vornash tentèrent un contre-coup d'État, mais la population s'était retournée contre eux. Des citoyens encerclèrent le camp des rebelles, exigeant leur reddition. « Votre empire est mort !» cria un jeune ouvrier zéphirien. « Nous voulons la paix, pas la conquête. La rébellion s'est effondrée en quelques jours. Vornash et ses généraux ont été transportés pour être jugés. Les retransmissions les ont montrés enchaînés, leur arrogance enfin brisée. » Sur le site du Mémorial d'Europe, ingénieurs humains et zéphiriens travaillaient côte à côte. Ils ne pouvaient pas ressusciter les morts, mais ils pouvaient honorer leur mémoire. Une nouvelle colonie allait naître, bâtie par les deux espèces. La journaliste Lisa Chung a couvert l'affaire pour Earth News Network. Elle a interviewé un ingénieur zéphirien nommé Kriltek. « Mon frère était soldat », a déclaré Kriltek en soudant une poutre. « Il est mort lors de la première contre-attaque humaine. Mais il n'a jamais cru à la guerre. Il aurait voulu cette paix. » Shawood. D'autres espèces du Conseil observèrent la transformation avec stupéfaction. Le brutal empire zéphirien prenait un tournant. Leurs sujets gagnaient la liberté et leurs richesses finançaient la reconstruction et non la conquête. La capitaine Alina Vasquez escorta des vaisseaux humanitaires vers d'anciens mondes zéphiriens. Elle découvrit des planètes célébrant leur libération. Les statues des conquérants zéphiriens furent renversées. Les cultures locales refleurirent. « C'est comme voir le printemps après un long hiver », rapporta-t-elle à l'amiral Monroe. Les procès commencèrent 3 mois après le cessez-le-feu. Vornash affronta ses accusateurs sans sa fierté d'antan. Les preuves s'accumulaient. L'attaque d'Europe était une décision personnelle et non une décision du Conseil. Des observateurs humains et extraterrestres ont observé les juges zéphiriens prononcer la peine de prison à vie pour Vornash et son entourage. Leur propre peuple les a condamnés. Le président Carter s'est adressé à la Terre après le verdict. « Justice a été rendue, mais la justice seule ne suffit pas. Nous devons construire quelque chose de meilleur à partir de cette tragédie. » Le soutien à la réconciliation s'est accru sur les deux mondes.
jeunes humains et zéphiriens ont initié des échanges culturels. Les scientifiques ont collaboré sur des projets pacifiques. Le commerce a remplacé la guerre. L'ambassadeur George Washington Mema a rencontré le nouveau chef zéphirien. Fini la fausse soumission cette fois. Les deux camps ont parlé d'égal à égal. Nos espèces ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre, a déclaré Washington. Hector acquiesça. Votre adaptabilité, notre technologie. Ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. L'ancien empire zéphirien était mort. À sa place, quelque chose de meilleur grandissait. La galaxie voyait la clémence de l'humanité égaler sa puissance militaire. 1 an après l'incendie d'Europe, la galaxie avait complètement changé. L'Assemblée galactique réformée se réunissait dans une nouvelle salle, construite grâce aux contributions de toutes les espèces membres. Les anciennes structures de pouvoir avaient disparu. Chaque monde avait voix au chapitre. L'amiral Jack Monroe portait son nouvel uniforme avec des sentiments mitigés. Les étoiles dorées le désignaient comme commandant suprême de la force de défense conjointe. Humains et zéphiriens servaient sous ses ordres, aux côtés de 20 autres espèces. Je n'aurais jamais pensé protéger les assassins de Lisa, dit-il au président Carter, lors d'un moment privé. Carter posa une main sur son épaule. Lisa était une enseignante. Elle croyait aux secondes chances. Vous honorez sa mémoire. La nouvelle colonie d'Europe scintillait sous ses dômes flamboyants. Le mémorial au centre énumérait tous les noms du massacre. Mais autour, la vie refleurissait. Enfants humains et zéphiriens jouaient ensemble pendant le massacre. Mais autour, la vie refleurit. Enfants humains et zéphiriens jouaient ensemble dans les parcs. Le docteur Maya Patil dirigeait désormais l'Institut des sciences galactiques. Sa technologie quantique avait gagné la guerre. Elle alimentait désormais les hôpitaux et transportait de la nourriture vers des mondes affamés. Elle a collaboré avec les esprits les plus brillants de toutes les espèces. Nous avons appris plus en 6 mois que l'ancien empire en des siècles, a-t-elle déclaré à son équipe. Lorsque les espèces coopèrent au lieu de dominer, des choses étonnantes se produisent. Le commerce était fluide. Les Altarians partageaient leur art. Les Draconiens enseignaient pour les mathématiques avancées. Les humains apportaient leur pensée adaptative et leur esprit d'innovation. Même les Zéphiriens ont trouvé un nouveau but, leur compétence en ingénierie aidant, plutôt que conquérante. L'ambassadrice T. Carey s'est adressée à la réunion du premier anniversaire de l'Assemblée. Ses plumes brillaient de fierté. Nous avons prouvé que les anciennes méthodes étaient erronées. La diversité nous rend plus forts et non plus faibles. L'ancien amiral rebelle Hector, désormais chef élu de la République zéphirienne, s'est levé pour prendre la parole. Mon peuple a appris une dure leçon. Nous pensions que la force était synonyme de domination. Les humains nous ont montré qu'elle était synonyme de résilience, de justice et de clémence. La capitaine Alina Vasquez commandait la flotte d'exploration. N'étant plus conçue pour la guerre, ses vaisseaux cherchaient de nouveaux mondes et de nouveaux amis. Son équipage comprenait des membres de toutes les espèces d'assemblage. Contact avec un vaisseau inconnu, signala son officier détecteur lors d'une mission de routine. Helena sourit. Autrefois, cela signifiait se préparer au combat. Aujourd'hui, cela signifiait se préparer au premier contact. Fréquences ouvertes. Disons bonjour.
La force de défense conjointe protégeait les routes commerciales et apportait son aide en cas de catastrophe. Le commandant Ryan Fisher dirigeait une unité mixte intervenant lors d'un tremblement de terre sur Proxima 7. Ces marines travaillèrent aux côtés des guerriers zéphiriens pour secourir les civils pris au piège. « Excellent travail, tout le monde », dit Fisher à son équipe. D'anciens ennemis étaient devenus frères d'armes. Sur Terre, des monuments s'élevèrent pour commémorer ce changement. Non pas pour célébrer la victoire, mais pour rappeler le prix à payer et promettre un avenir meilleur. Les écoliers chassent et étudiaient la Grande Guerre parallèlement à la Grande Cité. Le général Steve Rodriguez avait pris sa retraite du service actif. Il consacrait ses journées à enseigner à l'académie militaire. Ses secours portaient sur la retenue, la justice et le fait de savoir quand cesser le combat. Nous avons gagné parce que nous ne sommes pas devenus comme eux, disait-il à ses élèves. Nous nous sommes battus pour la justice, non pour la conquête. Les réseaux de renseignement se sont également transformés. Daniel Kim a dirigé le Conseil de sécurité coopératif. Au lieu de s'espionner mutuellement, les mondes membres ont partagé des informations sur des menaces communes. Pirates, catastrophes naturelles, dangers inconnus venus de l'espace lointain. La présidente Carter préparait son dernier discours avant les élections. La Constitution terrestre limitait son mandat à 2. Elle regarda son discours préparé et sourit. « Mes chers amis humains, mes chers concitoyens de la galaxie, » commença-t-elle. « Il y a 5 ans, nous étions seuls, trahis et en deuil. Aujourd'hui, nous sommes solidaires d'anciens ennemis devenus amis. Nous avons choisi la justice plutôt que la vengeance. Nous avons choisi la construction plutôt que la destruction. » L'amiral Monroe quitta le premier rang. Il pensa à Lisa, à Europe, à tout ce qu'ils avaient perdu et retrouvé. La douleur ne guérirait jamais complètement, mais de cette douleur était né quelque chose de magnifique. L'ambassadeur George Washington II conclut la séance de l'Assemblée par des mots qui résonnèrent dans les étoiles. Nous avons appris que la force ne vient pas du fait de se placer au-dessus des autres, mais de s'entraider. Aucune espèce n'est supérieure, aucun monde n'est isolé. Nous sommes une seule galaxie, une seule famille. Les étoiles brillaient, encore froides et lointaines, mais désormais, elles éclairaient une galaxie unie. L'humanité avait été mise à l'épreuve par la trahison et avait émergé comme leader grâce à la justice. L'avenir s'étendait devant elle, plein de possibilités infinies. Ensemble, ils affronteraient l'avenir.